Salut tout le monde. Ce soir, on plonge dans une période particulièrement sombre de l'histoire de France. Imaginez, nous sommes à l'été 1609 dans la province basque du Labourd. Presque chaque jour, les flammes des bûchers illuminent le port et depuis sa fenêtre, un homme observe les exécutions. C'est Pierre de l'Ancre, juge royal, et il a la satisfaction de celui qui croit accomplir l'œuvre de Dieu. En seulement quelques mois, dans ce petit coin du Pays basque, 80 personnes seront brûlées vives. 80. C'est tout simplement la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de France. Et le plus fou dans tout ça, tout a commencé par une simple dispute autour des revenus d'un port. Restez avec moi. On va décortiquer ensemble comment un conflit commercial a pu dégénérer en un massacre méthodique. Mais avant de plonger dans l'horreur, il est crucial de comprendre ce que Pierre de l'Ancre s'apprête à détruire. Le Pays basque de 1609 est un monde à part, complètement différent du reste du royaume. Imaginez une société où les femmes ne sont pas juste des épouses soumises. Elles héritent des biens, elles dirigent des commerces, elles participent activement à toute la vie économique. Pensez aux fêtes traditionnelles, où hommes et femmes dansent ensemble dans de grands cercles joyeux, qui peuvent durer jusqu'à l'aube. Un monde où les rites de fertilité, hérités de traditions millénaires, célèbrent la vie et la fécondité sans tabou, des pratiques que l'Église de Rome n'a jamais vraiment réussi à éradiquer. Les femmes basques sont uniques en Europe à cette époque. Elles ne sont pas confinées à la maison. Elles naviguent, elles négocient, elles sont parfois même les héritières principales des biens familiaux, quand leurs maris, les fameux pêcheurs de baleines, partent pour de longs mois vers les eaux glacées de Terre-Neuve. Ce sont elles qui tiennent la barre. Elles gèrent les maisons, les commerces et prennent toutes les décisions importantes. Cette autonomie, cette liberté féminine va littéralement rendre Pierre de l'Ancre fou de rage. Pour lui, un monde où les femmes ont tant de pouvoir ne peut être que l'œuvre du diable. Au cœur de cette société, on trouve les sages-femmes et les guérisseuses. Elles jouent un rôle absolument central. Elles connaissent les secrets des plantes, préparent les remèdes, accompagnent les naissances et veillent sur les mourants. Leur savoir est immense, transmis de mère en fille depuis des générations, et il est un fascinant mélange de christianisme populaire et de traditions bien plus anciennes. Oui, elles bénissent les nouveau-nés avec de l'eau bénite, mais elles utilisent aussi des herbes sacrées pour protéger les maisons. Elles prient la Vierge Marie, mais elles n'hésitent pas à invoquer les esprits de la montagne pour soigner un troupeau. C'est cette ambiguïté religieuse, cette fusion des croyances, qui va devenir leur arrêt de mort aux yeux de l'Inquisition. Car pour l'Église officielle, cette coexistence est une abomination. Les prêtres locaux, souvent issus des mêmes familles que leurs paroissiens, sont plutôt tolérants. Ils ferment les yeux sur beaucoup de choses. Les danses mixtes qui s'invitent pendant les fêtes religieuses, les chants en langue basque que personne à Rome ne peut comprendre, ou encore ces processions qui ressemblent parfois plus à des rituels païens qu'à des cérémonies chrétiennes. Cette tolérance, cette façon de vivre sa foi, va profondément horrifier Pierre de l'Ancre. Pour lui, ce n'est pas de la piété locale, c'est la preuve d'une corruption diabolique qui a gangréné toute la région. Il voit Satan partout. Maintenant, parlons économie. La vie de la région tourne entièrement autour de la mer. Les ports de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Andeilles, tous vivent de la pêche, du commerce maritime et surtout de cette fameuse chasse à la baleine. Une activité extrêmement lucrative mais aussi extrêmement dangereuse, qui emmène les hommes très loin de chez eux, vers l'Atlantique Nord. Quand les flottilles partent au printemps, elles laissent derrière elles des villages presque entièrement peuplés de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Cette absence massive et prolongée des hommes est un détail, mais il va jouer un rôle absolument crucial dans la tragédie qui se prépare. Et c'est dans ce contexte que des querelles éclatent autour du port de Cibourg. Elles couvent depuis des années. Qui a le droit de contrôler les droits de mouillage? Qui doit percevoir les taxes sur les marchandises qui débarquent? Les grandes familles locales se disputent ces revenus juteux avec une âpreté que seuls les gens de mer connaissent. Ces tensions, qui sont finalement assez banales dans n'importe quelle communauté portuaire, vont fournir l'étincelle. C'est le prétexte parfait qui va permettre de faire appel à une autorité extérieure pour régler le conflit. Et cette autorité, ce sera Pierre de l'Ancre. Et puis il y a les enfants. N'oublions pas les enfants.
Les petits Basques de 1609 grandissent dans cette société libre et bouillonnante. Ils assistent aux fêtes, ils participent aux danses, ils écoutent les histoires des anciens au coin du feu. Ils connaissent mot par cœur les légendes locales, les noms des esprits qui habitent la montagne, les petits rituels pour se protéger du mauvais œil. Ils savent aussi que certaines femmes du village préparent des potions pour soigner les fièvres, que d'autres peuvent lire l'avenir dans les cartes ou même dans les entrailles d'un animal sacrifié. Pour eux, tout ça est parfaitement normal. C'est le monde tel qu'il est, le seul qu'ils aient jamais connu. Ils ne se doutent pas un seul instant que leur témoignage, leur innocence, sera bientôt tordu et instrumentalisé pour envoyer leur mère, leurs tantes et leurs voisines au bûcher. Alors, comment une dispute de clocher a-t-elle pu ouvrir la porte à un tel massacre? Qui était vraiment ce Pierre de l'Ancre, ce juge zélé qui voyait le sabbat à chaque coin de rue? Dans la prochaine partie, on va analyser le profil de ce personnage glaçant et comprendre la mécanique infernale qu'il va mettre en place. Vous verrez, la réalité est souvent plus terrifiante que la fiction. Merci de m'avoir écouté, et si ce genre de récits historiques vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite. A neon thread in the endless dark. I reach for stars, but they're too far. Whispers hum through the heavy air. They know I'm here. They know I care.